1945. Le Troisième Reich s'effondre. Pour les femmes des hauts dignitaires nazis, le temps des privilèges est terminé. Comment vivaient-elles dans l'ombre du pouvoir absolu? La réponse est simple. Elles ne se contentaient pas de suivre. Elles soutenaient le système avec fanatisme. Pendant qu'Adolf Hitler dirigeait l'Allemagne d'une main de fer, les épouses de ses commandants occupaient le devant de la scène sociale. Elles incarnaient les valeurs nazies. À l'image, on voit des réceptions luxueuses, des robes de soie et des sourires devant les caméras de propagande. Ce n'étaient pas des partenaires silencieuses. Elles fréquentaient l'élite, validaient les décisions et profitaient de chaque avantage du régime. À première vue, des mères de famille exemplaires. Mais en réalité, des rouages essentiels de la machine d'État. Elles géraient les résidences luxueuses confisquées aux victimes. Elles organisaient la vie mondaine des bourreaux. Leurs maris ordonnaient les massacres et elles assuraient la stabilité du foyer. La loyauté était leur seule boussole. Mais ce n'était que le début de leur chute. La situation a empiré avec l'avancée des troupes alliées. Quand le régime a basculé dans le chaos, ces femmes ont tout perdu en quelques semaines. Les palais ont été bombardés, les comptes en banque ont été saisis. La fuite était la seule option, mais les routes étaient bloquées. Ce n'était plus une question de statut, c'était une question de survie immédiate. Sur les documents d'archives, on observe des visages défaits, des vêtements sales, la fin d'une illusion. La justice internationale a frappé. Leurs maris ont été pendus ou se sont suicidés dans leurs cellules de béton. Pour ces veuves du Reich, le prix de la fidélité a été payé en années de prison et en exil. L'histoire s'est arrêtée là. 1945. Magda Goebbels n'est pas une simple épouse de ministre. Pour le Troisième Reich, elle incarne la perfection. Elle est l'image officielle de la femme allemande. Fidèle, élégante, totalement soumise à la vision d'Adolf Hitler. Elle occupe le premier rang lors des rassemblements. Elle s'affiche aux côtés du Führer lors des cérémonies publiques. Pour ses enfants, Hitler n'est pas un dictateur, c'est une figure paternelle proche. Pourquoi rester quand tout s'effondre? Les cadres du parti s'enfuient, mais la famille Goebbels refuse l'exil. En avril 1945, Magda et Joseph descendent dans le bunker souterrain de Berlin. Ils emmènent leurs 6 enfants. L'aîné a 12 ans, le plus jeune n'en a que 4. Pour eux, un monde sans nazisme n'a aucun sens. La défaite n'est pas une option, c'est la fin de tout. Dehors, Berlin disparaît sous les bombes. Les forces soviétiques progressent rue après rue. Le bruit des explosions fait trembler les murs de béton. À l'intérieur du bunker, l'air devient irrespirable. Le 30 avril 1945, Hitler se donne la mort. Le signal est donné. Le 1er mai 1945, Magda passe à l'action. On voit une mère s'approcher de ses enfants qui dorment. Ce qui suit est l'un des actes les plus brutaux de l'histoire du régime. Un par un, elle empoisonne ses propres enfants. Les faits sont précis. Elle leur administre d'abord un sédatif puissant pour les endormir. Ensuite, elle utilise des capsules de cyanure. Certains témoins racontent qu'elle leur parlait doucement. Elle leur disait qu'ils allaient simplement faire une longue sieste. Le résultat est définitif. 6 cadavres d'enfants gisent dans le bunker, assassinés par leurs parents. Peu après, Magda et Joseph montent dans le jardin de la chancellerie du Reich. Ils ne veulent pas être capturés vivants. Ils avalent du cyanure. Joseph se tire une balle dans la tête pour garantir le résultat. Leurs corps sont arrosés d'essence et brûlés, exactement comme celui de Hitler la veille. À l'image, des lettres retrouvées dans les décombres. Magda y explique son geste. Elle écrit qu'elle ne veut pas que ses enfants grandissent dans un monde privé de national-socialisme. Pour elle, l'Allemagne ne se relèvera jamais. Une vie après le Reich ne mérite pas d'être vécue. Le choc est total. Même les officiers SS les plus endurcis sont horrifiés. Tuer ses propres enfants par fanatisme dépasse l'entendement. Mais Magda Goebbels n'est pas la seule femme de l'élite nazie confrontée au chaos de la chute. À quelques kilomètres de là, une autre épouse de dirigeant tente désespérément de fuir l'Allemagne avec sa famille. La situation s'accélère. Margaret Himmler. Pour cette femme, l'idéologie nazie n'était pas une option, c'était une certitude. Pourquoi une infirmière diplômée a-t-elle soutenu l'un des plus grands criminels de l'histoire? La réponse est simple, elle croyait en la supériorité de son sang. Issue d'une famille bourgeoise et conservatrice, elle portait son statut comme une armure. Pour elle, l'Allemagne devait dominer, peu importe le prix. À l'image, des lettres jaunies, une écriture serrée. Margaret écrit à son mari, Heinrich. Elle y admire Adolf Hitler. Elle loue l'élite du parti. Elle encourage le travail de son époux sans poser de questions.
Pendant que les convois partent vers l'Est, elle organise la vie domestique. En 1929, leur fille Gudrun vient au monde. La maison devient un laboratoire de l'ordre nouveau. Discipline de fer, loyauté absolue, valeurs germaniques pures. C'est le programme quotidien. Pendant la guerre, Margaret ne reste pas enfermée. Elle porte l'uniforme de la Croix-Rouge allemande. On la voit sur le terrain, au chevet des soldats blessés. Elle participe aux réceptions de la SS. Elle entretient des liens étroits avec les réseaux du pouvoir. À première vue, une mère de famille dévouée, mais en réalité, un rouage essentiel de la propagande. Elle profite des privilèges, des villas et du confort, pendant que l'Europe brûle. L'argent du régime finance son train de vie. Elle ne l'ignore pas, elle l'accepte. Mais ce n'était que le début de la chute. Mai 1945, le Troisième Reich s'effondre. Heinrich Himmler tente de s'évaporer. Il rase sa moustache. Il enfile l'uniforme d'un simple soldat de la police secrète de campagne. Sur ses papiers, un faux nom, Heinrich Hitzinger. Il espère se fondre dans la masse des réfugiés. Près de Brême, les Britanniques l'arrêtent lors d'un contrôle de routine. Son déguisement ne tient pas. L'identification est formelle. À l'image, un homme chétif, les mains levées. Avant que les interrogatoires ne commencent, Himmler croque une capsule de cyanure. La mort survient en quelques minutes. Le bourreau échappe au tribunal. Le 13 mai 1945, le filet se referme sur Margaret. Les Alliés la retrouvent dans le nord de l'Italie avec sa fille. Elle est immédiatement menottée. Pour les enquêteurs, elle n'est pas qu'une simple épouse. Elle est une complice idéologique. On la transfère dans plusieurs camps d'internement. Elle passe 3 ans derrière les barbelés, notamment à Augsbourg. Les conditions changent radicalement. Le luxe laisse place au béton froid des cellules. En 1948, l'heure des comptes sonne. Un tribunal de dénazification examine son dossier. Devant les juges, sa défense est rodée. Elle affirme n'être qu'une infirmière, une mère de famille qui ne comprenait rien à la politique. Elle jure qu'elle ignorait tout des activités de son mari. La situation a empiré quand les enquêteurs ont ouvert ses archives personnelles. Les preuves étaient là, ses propres lettres de guerre la trahissent. Chaque phrase transpire le fanatisme. Les rapports confirment qu'elle était profondément liée à l'appareil nazi. Le masque de l'innocence s'est brisé. Ainsi s'est achevée sa certitude de supériorité. Elle a passé le reste de sa vie sous la surveillance de l'histoire. Sa condamnation a marqué la fin d'une illusion. Le tribunal rend son verdict. Margaret Himmler est classée parmi les coupables de premier rang. C'est l'une des catégories les plus lourdes des procès de dénazification. La sentence tombe, 4 ans de prison. Les juges déduisent le temps déjà passé en cellule. Ce n'est pas une peine longue si on la compare au crime de son mari. Mais c'est suffisant pour détruire définitivement son existence passée. Pourquoi ce silence après la prison? La honte était trop forte. Ou peut-être la peur. À sa sortie de cellule, Margaret disparaît des radars. Elle change d'identité, falsifie son nom et s'installe à Munich. Elle y mène une vie isolée, sans aucun contact avec l'extérieur. L'ancienne femme la plus puissante du Reich meurt seule en l'an 1967. À l'image, des archives montrent sa fille, Gudrun. Elle ne l'a jamais suivie dans l'ombre. Gudrun passe sa vie adulte à tenter de blanchir le nom de son père. Elle reste fidèle à l'idéologie nazie jusqu'à son dernier souffle. Mais pour Margaret, la scène publique est définitivement fermée. Le rideau est tombé. Pour certaines de ces femmes, la guerre ne s'est pas terminée par un procès ou une exécution. Elle s'est terminée par l'incertitude. Gerda Bormann est l'épouse de Martin Bormann. Son mari est l'un des hommes les plus craints de l'Allemagne nazie. Il occupe le poste de secrétaire privé d'Adolf Hitler. C'est lui qui contrôle l'accès au Führer. Sur les documents d'archives, on voit sa signature sur des ordres de mort. Il valide les politiques qui détruisent des millions de vies. Bormann est partout dans le premier cercle. Pourtant, il reste dans l'ombre. Son influence est silencieuse mais massive. Il gère l'argent, les carrières et les secrets. À première vue, un bureaucrate zélé, mais en réalité, le véritable moteur du système. En l'an 1945, le Troisième Reich s'effondre. Les chars soviétiques entrent dans Berlin. C'est à ce moment que Bormann s'évapore. La dernière fois qu'il est vu vivant, c'est le 2 mai. Il se trouve près de la station de Lehrter à Berlin. On entend les explosions, la fumée recouvre les rues. Après le suicide d'Hitler, Bormann disparaît totalement. La traque commence. Les Alliés fouillent les décombres, interrogent les survivants.
Mais le bras droit du dictateur reste introuvable. Une traque de plusieurs décennies vient de s'ouvrir. L'histoire s'est arrêtée là pour la justice. Mai 1945. Le bunker d'Hitler est un tombeau de béton. Martin Bormann, l'éminence grise du Reich, décide de tenter le tout pour le tout. Il rassemble quelques officiels et s'élance dans les rues de Berlin en ruine. La ville est un enfer de fer et de feu. Les témoignages se contredisent immédiatement. Certains jurent l'avoir vu s'écrouler sous les tirs soviétiques près du pont de Weidendammmer. D'autres affirment qu'il s'est volatilisé dans la fumée. Pourquoi le nazi le plus puissant après Hitler a-t-il disparu sans laisser de traces? Le monde n'aura pas de réponse. En novembre 1945, le procès de Nuremberg s'ouvre. Le banc des accusés est plein, mais un siège reste vide, celui de Bormann. Faute de corps, la justice avance dans le noir. En 1946, le tribunal le condamne à mort par contumace. Mais la sentence est virtuelle. Il n'y a pas de corps, pas de tombe, seulement des rumeurs persistantes. À première vue, une disparition mystérieuse, mais en réalité, un supplice psychologique pour sa famille. Pour Gerda Bormann, le silence devient une cellule. Elle vit dans une incertitude totale. Son mari est-il caché dans une forêt bavaroise? A-t-il rejoint l'Amérique du Sud via les filières d'évasion comme d'autres criminels de guerre? Ou gît-il dans un fossé anonyme? Les journaux parlent d'identité secrète et de refuge au Vatican. Gerda refuse de croire à sa mort. Elle maintient les apparences et attend un retour qui ne vient jamais. La situation a empiré. Elle se retrouve seule pour élever leurs 10 enfants. Porter le nom de Bormann n'est plus un privilège, c'est une marque d'infamie. Le nom est une tache indélébile. Dans les rues, les regards sont lourds. Dans les écoles, le silence est glacial. Chaque enfant réagit à sa manière. Certains renient ce père encombrant, changeant d'identité pour disparaître. D'autres restent fidèles à la mémoire familiale. Son fils aîné, Martin Bormann Jr., choisit la rupture radicale. Il entre dans les ordres et devient prêtre catholique. Il passera le reste de sa vie à tenter de racheter les crimes de son géniteur. Sur les photos d'époque, on voit le visage de Gerda s'émacier. En 1946, alors que les services secrets du monde entier traquent encore son mari, le diagnostic tombe. Cancer. La maladie progresse vite. Elle meurt la même année, à l'âge de 46 ans. Elle part sans aucune réponse, sans s'être jamais remariée, emportant sa loyauté aveugle dans la tombe. Mais ce n'était que le début d'une longue attente. Le mystère persiste pendant près de 30 ans. En 1972, le hasard frappe. Des ouvriers travaillent sur un chantier près de la gare de l'Erter à Berlin. En creusant le sol, ils découvrent des restes humains. C'est l'endroit exact où Bormann a été vu pour la dernière fois en mai 1945. La science mettra du temps à parler. Ce n'est qu'en 1998 que les tests ADN rendent le verdict final. À l'image, les ossements identifiés par les experts, c'était bien lui. Martin Bormann n'avait jamais quitté Berlin. Il s'était donné la mort en croquant une capsule de cyanure alors que les troupes soviétiques l'encerclaient. Gerda était morte depuis des décennies sans connaître cette vérité brutale. Ses enfants ont dû porter seuls le poids de cette révélation tardive. Certaines femmes n'ont jamais cessé d'espérer, envers et contre tout. Ilse Hess était l'une d'entre elles. Son mari, Rudolf Hess, avait été l'un des piliers du régime avant de s'envoler pour l'Écosse. L'histoire s'est arrêtée là pour les Bormann. Rudolf Hess, le numéro 2 du régime nazi, l'un des premiers fidèles d'Adolf Hitler. Pourquoi un tel homme a-t-il tout risqué? La réponse se trouve dans un geste que personne n'avait prévu, une décision solitaire. Le 10 mai 1941, en pleine guerre mondiale, Hess grimpe seul dans le cockpit d'un petit avion. Il décolle. Il traverse la mer du Nord et se dirige vers l'Écosse. Son objectif déclaré, négocier une paix séparée avec les Britanniques. Il veut arrêter le massacre entre les nations dites aryennes. Mais le plan échoue immédiatement. À l'image, l'avion s'écrase dans un champ. Hess saute en parachute. Il est arrêté par les forces britanniques dès qu'il touche le sol. Il passe de dirigeant de l'Allemagne à prisonnier de guerre en quelques secondes. À Berlin, c'est l'explosion. Hitler est furieux. Pour sauver la face, il le déclare officiellement fou. Hess devient un boulet, une source de honte absolue pour l'élite nazie. La guerre se termine, mais pour Rudolf Hess, la liberté ne revient pas. 1946, le procès de Nuremberg. Sur les images d'archives, on voit Hess assis au box des accusés. Il semble déconnecté.
Le tribunal le déclare coupable de complot et de crimes contre la paix. La sentence tombe, la prison à vie. On l'enferme à la prison de Spandau, à Berlin. Il y restera 40 ans, seul derrière des murs de béton. Pendant ce temps, Ilse Hess subit le même sort que les autres femmes de l'élite. Arrestation en 1945. Les Alliés la placent en détention. Son statut est revu à la baisse. On la classe parmi les délinquants mineurs. Sa peine de prison est courte. Mais son nom est entaché pour toujours. À sa sortie, elle ne cherche pas à se cacher. Elle ne change pas d'identité. Au contraire, elle passe à l'offensive. Pendant des décennies, Ilse mène une campagne acharnée pour réhabiliter Rudolf. Elle refuse le mot trahison. Elle parle d'un acte de paix héroïque. Elle affirme qu'il a voulu sauver l'Europe d'un carnage inutile. Elle multiplie les actions. Elle donne des interviews sèches. Elle écrit des centaines de lettres. Elle publie des livres entiers pour prouver que son mari est une victime de l'histoire. Elle ne lâche rien. 1987, Rudolf Hess meurt dans sa cellule. La version officielle indique un suicide. Mais les rumeurs de meurtre circulent immédiatement. Ilse ne recule pas. Elle défend cet héritage jusqu'à son dernier souffle en 1995. Le monde avait déjà tourné la page depuis longtemps, pas elle. Elle est restée fidèle à l'idéologie qui avait réduit l'Europe en cendres. Mais toutes les épouses de dignitaires n'ont pas fait ce choix. Certaines ont ouvert les yeux. Ainsi s'est achevée leur histoire. Une femme a choisi une trajectoire radicalement différente. Emily Schindler ne correspondait pas aux clichés de l'époque. Elle était l'épouse d'Oskar Schindler, ce membre du parti nazi qui a utilisé son usine pour sauver plus de 1000 juifs de la mort. Pourquoi est-elle restée dans l'ombre? Oskar occupait le devant de la scène. Mais en réalité, Emily agissait dans l'anonymat total. À l'image, on voit des mains préparer des soupes claires et distribuer des rations clandestines. Elle nourrissait les ouvriers, les cachait dès que les patrouilles approchaient et falsifiait les registres. Elle risquait la pendaison chaque jour. Les événements se sont précipités après la guerre. En l'an 1949, le couple fuit vers l'Argentine. Mais sur place, la situation se dégrade rapidement. Oskar échoue dans toutes ses entreprises commerciales. Il accumule les dettes et finit par abandonner Emily. Il repart seul pour l'Allemagne. Elle s'est retrouvée isolée. Emily a vécu dans la pauvreté la plus totale, élevant des animaux pour ne pas mourir de faim. Pendant que le monde entier célébrait l'héroïsme d'Oskar, Emily restait une inconnue. Ce n'est que dans les années 1990 que son rôle a été reconnu. Elle avait déjà passé des décennies seule, sans argent, dans un pays dont elle ne maîtrisait pas la langue. En 2001, elle s'éteint loin de sa terre natale. Mais l'histoire montre une autre face, beaucoup plus sombre. Certaines femmes ont défendu les crimes dont elles étaient les témoins directs. C'est le cas de Lina Heydrich. Elle était la femme de Reinhard Heydrich, l'architecte de la solution finale. À l'écran, le visage froid d'une femme qui ne regrette rien. Après l'assassinat de son mari en 1942, Lina a consacré son existence à protéger sa mémoire. Les Alliés l'arrêtent après la défaite, mais aucune charge n'est retenue contre elle. Elle retrouve la liberté. La suite de son parcours est une provocation. Elle s'installe sur l'île de Fehmarn et se remarie. Dans les années 1970, elle accorde des interviews. Elle parle de son mari avec fierté. Elle affirme qu'il était un homme incompris et publie un livre pour tenter de réhabiliter son nom. À première vue, elle n'était qu'une veuve. Mais en réalité, elle est restée une nazie convaincue jusqu'à son dernier souffle. Pour elle, le bourreau de Prague était simplement un mari exemplaire. Ainsi s'est achevée cette confrontation entre la mémoire et le déni. Elle se présentait comme une dirigeante forte. Aucune honte, aucun remords. Dans le cercle des épouses nazies, deux camps s'affrontaient. Celles qui affichaient leur orgueil et celles qui choisissaient le silence. Margaret Speer appartenait au second camp. Elle était la femme d'Albert Speer, l'architecte personnel de Hitler, son ministre de l'armement. Lors du procès de Nuremberg, Albert Speer a été l'un des rares dirigeants à reconnaître sa culpabilité devant le tribunal. Le verdict est tombé, 20 ans de prison. Quelle a été la réaction de Margaret? Le vide absolu. Elle n'a jamais apporté de soutien public. Elle n'a jamais formulé de critique. Elle n'a pas mis les pieds au procès. Elle n'a écrit aucune lettre ouverte. Son nom n'est jamais apparu dans les colonnes des journaux pour défendre son mari. Margaret attendait, tout simplement. Elle est restée loin des projecteurs, cachée à la campagne. En l'an 1966, Albert Speer sort de la prison de Spandau. Le couple se retrouve, mais le lien est brisé. À l'image, Albert devient une star des médias. Il publie des livres, il donne des interviews partout dans le monde.
Margaret, elle, reste dans l'ombre des coulisses. Elle finit ses jours dans l'anonymat total. Elle s'éteint en l'an 1980. Dans les mémoires de son mari, elle n'est qu'une mention rapide, une note de bas de page. Mais pour d'autres, la chute a été brutale. Annie Brandt a connu un destin radicalement différent. Son mari était Rudolf Brandt, un officier administratif qui travaillait directement pour Himmler. Il était impliqué dans les expériences médicales les plus atroces menées sur les prisonniers des camps. En l'an 1948, Rudolf Brandt est arrêté, jugé et pendu. Pour Annie, le monde s'effondre en une seconde. Ce n'était pas seulement la perte d'un mari, c'était la fin de tout. Les autorités saisissent leurs biens, la maison est confisquée. Elle subit des interrogatoires à répétition. Elle est placée sous surveillance pendant des années. Son nom de famille devient une marque d'infamie. Comment survivre à un tel poids? La plupart cherchaient des excuses. Pas elle. Annie Brandt a choisi de disparaître. Elle ne s'est jamais remariée. Elle a refusé chaque demande d'interview. Elle a fini par éviter ses propres proches. La honte était trop lourde. L'horreur des crimes de son mari l'avait condamnée à l'isolement définitif. L'histoire s'est arrêtée là pour elle. Traudl Junge n'était pas l'épouse du dictateur. Pourtant, son rôle dans l'histoire reste crucial. Elle occupait le poste de secrétaire personnel d'Adolf Hitler. À peine 20 ans, c'était son âge lorsque la guerre a basculé dans l'horreur. Comment une jeune femme a-t-elle pu se retrouver au cœur du système? La réponse est simple. Une ambition ordinaire rencontrant une machine de mort. Avril 1945. Le bunker de Berlin est plongé dans l'obscurité. Dans le silence des couloirs de béton, on entend le bruit mécanique d'une machine à écrire. C'est Traudl Junge. Elle tape les dernières volontés du dirigeant nazi, son testament politique. Elle est l'une des dernières personnes à le voir vivant avant le coup de feu final. À l'image, des feuilles de papier éparpillées et des cendriers pleins. Après la chute, tout s'accélère. Les forces soviétiques la capturent dans les ruines de la capitale. Puis les Américains prennent le relais. Les interrogatoires s'enchaînent pendant des semaines. Les enquêteurs cherchent des preuves. Mais Traudl Junge n'est accusée d'aucun crime de guerre. Elle est libérée. Mais ce n'était que le début de son propre procès. Elle a passé le reste de sa vie hantée par une seule question. Aurait-elle dû savoir? Elle ne cherchait pas d'excuses. Lors de ses dernières interviews, elle a avoué sa culpabilité. Ce n'était pas la culpabilité d'avoir agi, c'était la culpabilité d'avoir gardé les yeux fermés. Elle n'a pas posé de questions. Elle, nazie, n'a vu la vérité que lorsqu'il n'y avait plus rien à sauver. À première vue, une secrétaire loyale. Mais en réalité, un témoin passif de l'horreur. Henrietta von Schirach appartenait à un autre cercle. Elle était une amie personnelle de Hitler. Son mari s'appelait Baldur von Schirach. Il dirigeait la jeunesse hitlérienne avant de devenir gouverneur de Vienne. Le couple représentait l'élite du régime. On les appelait la royauté nazie. Leur monde s'est effondré en quelques jours. En 1945, les Alliés arrêtent Henrietta. Elle passe des mois derrière les barreaux. Les interrogatoires sont froids et méthodiques. Baldur, lui, est condamné à 20 ans de prison lors du procès de Nuremberg. La justice a rendu son verdict. Henrietta est classée comme simple sympathisant par les tribunaux de dénazification. Une suiveuse. Elle n'est pas une criminelle active, mais elle a soutenu le système jusqu'au bout. Après sa libération, elle demande le divorce. Elle tente de disparaître, de changer de nom, de recommencer à zéro. La situation a empiré. Le passé ne s'efface pas. Dans ses écrits tardifs, elle décrit l'aveuglement. Le luxe et le prestige du Troisième Reich l'avaient fascinée. Elle a reconnu avoir été trompée par le décorum. Mais les excuses ne changent rien aux faits. Le dommage était irréparable. L'histoire s'est arrêtée là. 1962, c'est l'année où Ingeborg Weber-Donitz s'éteint dans l'anonymat le plus total. Son histoire est un vide dans les archives de la guerre. Elle était l'épouse de Karl Donitz, l'homme désigné par Hitler pour lui succéder. Pendant quelques jours, après le suicide du Führer en avril 1945, son mari a dirigé ce qu'il restait de l'Allemagne. Pourquoi cette femme a-t-elle disparu des radars? Le silence était sa seule protection. À Nuremberg, Karl Donitz est condamné à 10 ans de prison. Un verdict jugé clément par rapport aux autres dignitaires du régime. Pendant que son mari purge sa peine, Ingeborg se terre. Elle refuse les interviews. Elle évite les photographes. Elle ne commente jamais les crimes du Troisième Reich. À l'image, des rues grises de l'après-guerre et une femme qui marche la tête baissée. Elle a vécu ces dernières années entourée de ses enfants, loin du bruit et de la fureur. Aucune biographie n'existe sur elle. Aucun discours public n'a été enregistré.
Pour les épouses du cercle restreint, s'effacer était une stratégie de survie. Parler, c'était risquer le lynchage ou la prison. Mais le passé ne meurt jamais vraiment. Les enfants de ces femmes ont grandi sous un poids colossal. Ils portaient des noms associés à l'horreur. Ils ont subi le jugement du public pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Une ombre permanente recouvrait leur quotidien. Les années 60 et 70 marquent un tournant radical. La vieille garde des épouses nazies s'éteint ou sombre dans la sénilité. L'Allemagne change de visage. Une nouvelle génération arrive à l'âge adulte. Ces jeunes ne veulent plus se taire. Ils exigent des comptes. Ils demandent à leurs parents. « Qu'avez-vous fait pendant la guerre ?» Le pays s'embrase. On voit des manifestations dans les rues et des tribunaux qui rouvrent des dossiers poussiéreux. Les histoires de ces femmes refont surface. Le monde ne les voit plus comme de simples victimes collatérales, mais comme des témoins cachés de systèmes criminels. En 1993, le film La liste de Schindler remet en lumière Emily Schindler. En 2002, le documentaire Dans l'angle mort donne la parole à Traudl Junge, la secrétaire de Hitler. On entend sa voix trembler lorsqu'elle exprime ses regrets face à la caméra. Le mur du silence se fissure partout. La chute du régime n'a pas été qu'une défaite militaire. Pour ces femmes, ce fut un effondrement total de leur identité. Elles étaient au sommet du pouvoir mondial. Du jour au lendemain, elles sont devenues les parias d'une nation en ruine. Le bilan est brut. Certaines ont choisi le suicide. D'autres ont fini dans la pauvreté absolue, logées dans des appartements minuscules. Quelques-unes sont restées fanatiques jusqu'à leur dernier souffle. Mais aucune n'a pu échapper aux conséquences de son nom. L'histoire a fini par rendre son verdict.